Décidément, il faut croire qu'en ce moment, j'aime bien les grands écarts littéraires. Que voulez-vous? Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture qui, comme bien souvent en ce moment, il faut le reconnaître, ne ressemblera pas à grand chose, ou en tout cas n'aura pas vraiment une thématique centrale. Une fois de plus, ça va être un petit peu les montagnes russes du bilan lecture, puisque d'un côté, je vais vous parler de romans plutôt thriller, psychologique, un poil dégueulasse, et de l'autre, plutôt du young adulte fantastique. Ça n'a aucun sens. Comme d'habitude, 4 romans à vous présenter aujourd'hui, 4 romans qui dans l'ensemble ont tous été des bonnes lectures, autant dire que nous sommes clairement en présence d'un plutôt bon cru. Ah oui non, je dis ça mais je viens de me souvenir que dans le tas, il y en avait un qui était pas folichon. Du coup je vous propose qu'on se débarrasse tout de suite de celui qui m'a clairement beaucoup moins plu. Je vais donc tout d'abord vous parler du roman Tu ne m'échapperas pas de Lisa Garner aux éditions Le Livre de Poche. Alors au début de ce roman, on suit tout simplement la jeune Lorraine qui est une jeune flic dans la ville de Bakersville dans l'Oregon, qui est une petite ville, ma foi, plutôt paumée et franchement tranquille du fin fond des États-Unis. Du coup, dans leur commissariat, il n'y a ni plus ni moins qu'un seul flic et 2 agents. Autant dire que leurs journées sont plutôt calmes, sauf que voilà, ce jour-là, Lorraine reçoit un appel parce qu'il semblerait qu'une fusillade vient d'éclater au centre scolaire de la ville. Elle va donc se rendre sur les lieux, oui, mais voilà, une fois arrivée sur place, elle va découvrir ni plus ni moins que le fils de son supérieur, le shérif, tenant dans ses mains les armes en question. Alors est-ce que ce jeune garçon est bien le responsable de cette fusillade? Ça va être un petit peu le point de départ de ce roman, même si finalement on va aller beaucoup plus loin que ça. Alors vous allez me dire, waouh, ce point de départ a l'air super sympa, en tout cas super intriguant. Oui, effectivement, ce roman avait clairement à la base tout pour me plaire, mais ça n'a pas pris. Tout d'abord, si vous souhaitez lire un roman traitant des fusillades en milieu scolaire, passez votre chemin. Oui, comme je le disais, si effectivement cette histoire de fusillade est bien le point de départ de notre roman, on va quand même assez vite glisser vers une autre thématique que j'ai trouvée en soi plutôt intéressante et originale, même si au bout du compte, je l'ai trouvée quand même plutôt mal traitée. Si j'ai plutôt bien aimé le départ de ce récit, la mise en place de la situation et cet état de doute dans lequel on est plongé, j'ai quand même très vite trouvé que cette histoire tournait un petit peu en rond. En plus du personnage de Lorraine, on a également l'intervention d'un autre personnage masculin qui s'appelle donc Quincy, qui est un spécialiste du FBI qui nous est vraiment présenté comme justement un spécialiste de ces tueurs de masse. L'intervention de Quincy nous laissait donc sous-entendre que l'on allait se retrouver avec un récit hyper psychologique et effectivement, j'ai envie de dire, au début de cette histoire, on nous présente vraiment ce personnage comme un profiler spécialisé dans la psychologie des tueurs de masse, des tueurs en série. D'ailleurs, on nous parle également de certains cas de véritables tueurs en série. Mais alors que du coup, justement, la psychologie est censée être complètement centrale dans ce récit, j'ai trouvé que finalement, on passait assez vite dessus. Du coup, pour ma part, ça pêchait grandement à ce niveau-là. Et puis j'ai aussi eu un autre gros problème, ça a été pour moi les personnages. Des personnages que je n'ai pas vraiment su apprécier, que je n'ai pas trouvé ne serait-ce qu'un tantinet attachant. Bref, je n'avais aucune empathie pour eux. J'ai trouvé le personnage de Lorraine extrêmement froide et agressive, trop d'ailleurs à mon goût, et je n'ai vraiment pas aimé l'espèce de relation un petit peu particulière qu'elle a nouée, dirons-nous, avec Quincy. Pour ce qui est de la trame globale, dirons-nous, de ce roman, on a vraiment des thématiques abordées que j'ai trouvées plutôt intéressantes pour le coup, telles que par exemple la famille et les bagages familiaux, ce qu'elle peut nous transmettre de néfaste, la culpabilité, le couple face à l'adversité ou encore la violence chez les plus jeunes. Et bien sûr, cette question moult fois posée et qui fait encore aujourd'hui débat, le crime est-il inné? Des thèmes donc plutôt judicieusement choisis pour ce type de roman, mais j'avoue que j'aurais peut-être aimé qu'il y en ait peut-être un peu moins, mais qu'il soit à mon goût un peu plus poussé et un petit peu mieux traité.
Si le style quant à lui dans l'ensemble est plutôt agréable, je dois reconnaître que je me suis pas mal ennuyée pendant une grosse moitié au milieu de cette histoire à cause d'un récit justement qui j'ai trouvé à un moment tourner franchement en rond. Pour résumer, j'ai vraiment ressenti que dans l'ensemble, cette histoire manquait de percutant et de rythme. Les 60 dernières pages, quant à elles, sont beaucoup plus dynamiques dans leur traitement et ont su véritablement créer pour moi un vrai suspense qui m'a fait tourner les pages à vitesse grand V et finalement, j'ai été plutôt déçue par le dénouement final que là encore j'ai trouvé un petit peu facile et qui là encore selon moi aurait vraiment mérité d'être beaucoup plus creusé. En résumé, j'ai trouvé que c'était un roman sympa à la lecture mais selon moi avec de nombreux points perfectibles et surtout un roman que j'ai trouvé très loin de cette claque que j'avais eue pour Derniers Adieux de la même auteure. Et ça paraît presque fou quand on y pense de savoir qu'une même personne a su écrire un roman qui m'avait complètement emballé et un autre dans lequel je me suis franchement ennuyée. Je crois que la dernière qui m'a fait à peu près le même effet pour le coup, c'était Sophie Loubière. Donc, comme pour Sophie Loubière, je sais d'ores et déjà que je lirai d'autres Lisa Garner, histoire de me faire finalement un avis un peu plus tranché sur son style et sur son travail, parce que pour l'instant, pour ma part, on est clairement sur du 50-50. Donc, je ne peux pas vous dire pour l'instant si j'aime ou pas cet auteur. J'en sais rien. Passons désormais aux lectures beaucoup plus réussies. Et pour ça, je vais vous parler de Jacobite, le tome 2 sur les traces de la bête de William Ritter aux éditions Bayard. Bon alors vous l'aurez compris, hein, je ne vais pas vraiment pouvoir vous faire un résumé puisqu'il s'agit là d'un tome 2. Tome 2 d'une saga qui pour l'instant est une trilogie, on verra bien s'ils en rajoutent ou pas, mais aux dernières nouvelles, nous nous sommes arrêtés au 3e tome. Toujours est-il que dans cette saga, on va donc suivre le personnage d'Abigail, qui est une jeune fille issue plutôt, disons, de la bourgeoisie anglaise, dont le père est archéologue. Une jeune fille qui rêve donc de marcher dans les traces de son père plutôt que d'écumer les salons de thé avec sa maman. Et pour ça, elle va un jour prendre ses clics et ses claques, partir pour la Nouvelle-Angleterre, donc aux États-Unis, histoire de vivre moultes aventures. Et elle ne va pas être déçue, puisqu'elle va rentrer au service d'un certain Jacobite, une sorte de détective privé, pas comme les autres. Clairement pas. Et comme je l'ai déjà dit, pour vous situer un petit peu le genre, on va être à mi-chemin entre Sherlock Holmes et les animaux fantastiques. Alors soyons clairs, je prends toujours énormément de plaisir à lire cette saga, même si je reconnais que j'ai un tout petit peu moins aimé ce tome 2 au tome précédent. Bien que ce second tome soit du coup beaucoup moins introductif que le premier, l'enquête globale m'a un peu moins emballé que dans le premier tome, et je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Bon, malgré tout, il faut reconnaître que cette saga, pour moi, fait clairement le job. On y retrouve une fois de plus cette ambiance extrêmement particulière du 19e entre réalité et univers magique. Vous savez, cette ambiance un petit peu brumeuse dans laquelle on a l'impression que n'importe quoi peut arriver. Alors, comme le tout premier tome, je pense que mon plus grand regret par rapport à cette saga, c'est tout simplement qu'elle se déroule aux États-Unis et non en Angleterre. D'ailleurs, clairement, pour moi, il n'y a rien à faire, c'est irrécupérable. À chaque fois que je lis cette saga, je l'imagine en Angleterre. Pour moi, c'est pas possible, ça ne peut se passer qu'à Londres. Je suis désolée, c'est comme ça. J'aime toujours autant, bien sûr, le personnage de Jacobite avec son côté Sherlock Holmesque, un petit peu pince sans rire, bizarre mais intelligent et très attachant à sa manière. J'ai aimé retrouver également le personnage d'Abigail qui continue à s'affirmer pour notre plus grand bonheur de lecteur. Dans ce tome-là, elle est d'ailleurs confrontée à quelques tourments personnels. L'auteur a d'ailleurs profité de cet élément pour distiller dans son roman un petit message de courage et de féminisme que dans l'ensemble j'ai franchement plutôt apprécié retrouver ici. Si je devais avoir un petit regret, ce serait peut-être le fait que le personnage de Jacobite est un poil moins présent, je trouve, dans ce tome 2. J'aurais vraiment préféré qu'il soit un petit peu plus sur le devant de la scène. Non pas que je n'aime pas le personnage d'Abigail, hein, vous l'aurez compris, mais parce que vraiment pour moi, ce personnage, c'est lui qui incarne la touche d'originalité et d'humour de cette série. Ça n'en reste pas moins, selon moi, une très bonne série policière fantastique pour les ados, mais également, j'ai envie de dire, pour les adultes qui aimeraient ce type d'univers
ou en tout cas les romans inspirés du très célèbre Sherlock Holmes. Et puis ce tome 2 se termine sur un petit cliffhanger qui, croyez-moi, a su titiller ma curiosité et qui normalement nous promet un tome 3 fort intéressant qui apportera également son lot de réponses. Autant vous dire que c'est avec un grand bonheur et beaucoup d'impatience que je souhaite lire le 3e et normalement dernier tome de cette saga. Je garde mon petit coup de cœur pour la fin de cette vidéo. Et là tout de suite, je veux vous parler de Gros sur le cœur de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Bon alors, honte à moi, j'avais acheté ce roman il y a un an pratiquement jour pour jour lorsque pour la première fois j'ai rencontré Karen Ponte qui d'ailleurs au demeurant et au passage était une personne fort sympathique. Donc ça y est, je me suis enfin lancée dans cette lecture qui en plus était toute rikiki, donc je ne sais vraiment pas pourquoi je l'ai laissé dormir autant de temps dans ma pile à lire. Ici, on va tout simplement suivre le personnage de Melissa qui est une adolescente de 17 ans qui a changé de ville et qui rentre du coup pour une nouvelle année scolaire. Nous allons donc la suivre durant cette année scolaire avec, ma foi, ses difficultés, ses doutes, ses angoisses personnelles, bref, on va clairement se mettre dans la peau de cette adolescente. Je dois avouer clairement que je n'attendais vraiment pas grand chose de ce roman avant de le débuter. Et croyez-moi, j'avais tort parce que ça a été une très belle découverte. Tout d'abord, sachez que c'est un roman important puisqu'on y traite avant tout du harcèlement scolaire, mais également de l'abus de mineurs par une personne ayant ascendance. Bref, vous l'aurez donc compris, des thèmes forts dont il est important de parler, dont il est important de faire de la prévention et j'ai envie de dire maintenant peut-être plus que jamais. J'ai beaucoup aimé les personnages créés par Karen Ponte et surtout ce petit groupe d'amis autour de Melissa que j'ai tous trouvé extrêmement attachants et bienveillants et croyez-moi, ça faisait beaucoup de bien de dire ça. J'ai également aimé le personnage de Melissa et je me suis retrouvée dans certains de ses mots, dans certaines de ses réflexions et malheureusement je pense que pas mal de jeunes filles ou en tout cas d'adolescentes risquent de s'identifier à ce personnage et à sa situation. J'ai aussi découvert dans ce roman une plume belle et agréable. Alors oui, ça manque peut-être d'un certain second degré de lecture ou d'une certaine profondeur, néanmoins j'ai vraiment beaucoup aimé le style. Un style sans prétention, fluide et agréable qui en tout cas m'a donné envie de me pencher sur les autres romans de l'auteur. J'ai peut-être regretté juste une petite partie un petit peu surnaturelle, je dirais, de ce roman parce que j'ai eu le sentiment que sans ce petit détail, selon moi, ce récit aurait encore plus gagné en intensité et en réalisme. J'ai peut-être regretté aussi le côté parfois un petit peu trop gentil de ce récit, parce que même si certains passages sont là pour vous fendre le cœur, et bien malgré tout dans la globalité, je sais que malheureusement la réalité est bien pire et bien plus cruelle que celle-là, et du coup j'avais l'impression d'avoir un roman parfois peut-être un peu édulcoré alors que j'aurais voulu de quelque chose d'un peu plus coup de poing. En clair, je pense que c'est tout à fait le type de récit qui peut servir à faire de la prévention auprès des plus jeunes. D'ailleurs, clairement, quand je lisais cette histoire, j'imaginais beaucoup plus Melissa et ses amis avoir 15 ans que 17 ans. J'avoue que là, il y avait pour moi un petit décalage, ou en tout cas, si je repensais à moi à mes 17 ans, je ne m'identifiais pas vraiment à certaines réactions, dirons-nous, de ces personnages, ce qui fait que j'associais ça plutôt à des ados de 15 ans. Et d'ailleurs, ce livre a été publié chez Michel Lafon et j'aurais vraiment préféré qu'il soit publié dans une maison d'édition plus spécialisée, dirons-nous, vers un public jeunesse afin vraiment de toucher le plus grand nombre de lecteurs de cet âge-là, histoire de justement pouvoir faire un petit peu ce rôle de sonnette d'alarme. En tant qu'adulte, c'est un roman qui peut clairement nous renvoyer à notre propre adolescence avec ce qu'elle a eu d'agréable ou d'un peu moins, et je me dis que c'est peut-être aussi un livre qui peut permettre à certains parents, pourquoi pas, d'être encore un petit peu plus vigilants. Enfin, c'est un roman qui rappelle que dans ce genre de situation, rien n'est plus important
que le fait d'être bien entouré, que ce soit par sa famille ou par ses amis, afin de se construire mais aussi de se défendre et de se protéger si besoin est, et rappelle la nécessité de se confier en cas de difficulté afin de pouvoir se faire aider et de ne pas laisser justement cette situation péricliter jusqu'à parfois le pire. Vous l'aurez donc compris, c'est un roman que j'ai aimé dans sa globalité, que j'ai trouvé aussi agréable qu'utile et qui, je l'espère, sera lu vraiment par le plus grand nombre. Et nous allons du coup terminer ce point lecture avec mon petit coup de cœur. Et je pense que vous n'allez pas être surpris, puisqu'il s'agit de La mémoire fantôme de Franck Thillier aux éditions Pocket. Ce roman, c'est tout simplement le tome 2 des aventures de Lucie Hennebel, tome 2 dans lequel on se situe, il me semble, 3 ou 4 ans après le tome précédent. Lucie a du coup été mutée à Lille dans le Nord où elle y exerce toujours sa profession de flic. Un soir, alors qu'elle s'occupe sagement de ses 2 jumelles, l'un de ses voisins vient la chercher pour lui dire qu'une jeune femme est en bas dans la rue, qu'elle semble avoir été agressée, qu'elle tient des propos un petit peu incohérents. Et du coup, lui ne sachant pas trop quoi faire, son premier réflexe, ça a été tout simplement d'aller chercher sa voisine qui est flic. Ce qui en soi peut avoir du sens. Lucie descend donc pour aider cette jeune femme, sauf que très vite, elle va se rendre compte que cette personne a de gros problèmes de mémoire et qu'elle semble tout oublier au bout de 3 minutes. Et mon Dieu, quelle claque que ce roman! Et maintenant que je l'ai terminé, je peux le crier haut et fort. Pour l'instant, c'est sans aucun doute mon Franck Thillier préféré. Et oui, rien que ça. C'est bien simple, je crois que j'ai tout aimé dans ce roman. Alors tout d'abord, bien sûr, le fait de retrouver le personnage de Lucie Hennebel, ce personnage de femme forte et fragile à la fois, qui se démène comme une dingue pour mener de front sa vie de mère célibataire d'un côté et également sa vie de flic de l'autre. J'ai également adoré le fait que Franck Thillier ait fait déménager Lucie Hennebel à Lille, puisque du coup tout le gros de l'histoire se déroule à Lille et en métropole lilloise, des lieux que je connais très bien et que par conséquent j'imaginais sans problème, ce qui je pense a complètement participé au fait que je sois autant plongée dans cette histoire. Donc oui, on va dire que pour ce point positif, c'est quelque chose de complètement personnel et subjectif, je vous l'accorde. Ensuite, j'ai très vite été happée par cette histoire de trouble de la mémoire. J'ai vraiment aimé découvrir le syndrome dont il est question et tout ce qui en découle. Et surtout, ce que j'ai trouvé de très ingénieux, c'est que l'auteur a su y mêler un formidable jeu de pistes fait d'énigmes et de mystères mathématiques, dirons-nous. Moi qui suis pourtant dans la vie complètement réfractaire aux mathématiques, je dois avouer que ici j'ai complètement adhéré au côté scientifique de l'histoire. Et croyez-moi, avec moi, c'est pas une mince affaire. Peut-être tout simplement parce que le côté justement scientifique et mathématique est expliqué de façon très vulgarisée et très pédagogique à Lucie et donc également à nous lecteurs. J'ai trouvé que Franck Thillier faisait preuve dans ce roman d'une grande imagination, qu'il avait vraiment réussi à mettre sur pied un dédale de logique et un plan de construction de son roman que j'ai trouvé absolument diabolique et prodigieux. Le tout est porté par une écriture toujours aussi fluide, rythmée et addictive. Que voulez-vous, avec moi ça marche encore à tous les coups. Et même s'il y a quelques meurtres évoqués dans ce roman-là, ce n'est vraiment pas une histoire du tout sanglante. Donc pour les plus sensibles, dirons-nous, d'entre vous, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de l'hémoglobine sur tous les murs, hein. Je vous rassure tout de suite. Dans celui-ci, Franck Thillier a été plutôt soft. Et puis c'est un roman qui m'a fait pas mal réfléchir sur la mémoire et surtout sur les souvenirs. Les souvenirs qui finalement font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, que ce soit des souvenirs heureux ou d'autres beaucoup moins, des souvenirs aux contours parfois un petit peu flous et ceux que l'on a parfois l'impression d'avoir presque carrément créé. Des souvenirs qui finalement sont un petit peu notre ADN parce que, eh bien, sans ces souvenirs, que serions-nous d'autres que peut-être une coquille vide, qu'une poupée malléable sans véritable choix personnel? La mémoire et plus largement le cerveau sont donc des domaines d'exploitation qui sont encore bien loin de nous avoir livré tous leurs secrets
Et ici, j'ai vraiment trouvé cette entrée en matière dans ces domaines-là absolument passionnante. Alors, comme certains vont peut-être me poser la question, j'y réponds tout de suite. Est-il absolument indispensable d'avoir lu les tomes précédents pour lire celui-ci? Comme je vais vous dire d'habitude, oui, je pense que c'est toujours plus intéressant de lire les tomes dans l'ordre, histoire d'avoir vraiment tous les tenants et les aboutissants de l'histoire et surtout du fil rouge qui finalement est en toile de fond. Néanmoins, vous pouvez complètement lire ce tome-ci séparément pour ce qui est de la trame principale où vous allez complètement comprendre de quoi il est question. Une intrigue que d'ailleurs je n'avais absolument pas réussi à démêler moi-même et pourtant, croyez-moi, j'avais mis sur pied un paquet d'hypothèses possibles, mais à chaque fois, j'étais à côté. Vous l'aurez donc compris, pour moi, c'est un très bon thriller à suspense que je ne peux que recommander au plus grand nombre, ou en tout cas à tous les lecteurs qui aiment un petit peu les énigmes, se triturer les méninges jusqu'à s'en retourner parfois le cerveau. En tout cas, pour ma part, ce fut un très beau coup de cœur comme je n'en avais pas eu depuis longtemps. Et c'est donc clairement, pour moi, la première marche du Panthéon de Franck Tillier. Je ne peux pas dire mieux. Je sais que pour beaucoup, son meilleur a été son tout premier qui était Train d'enfer pour Ange Rouge, que je rappelle pour ma part, j'avais aimé mais sans plus. Donc je vais aller complètement à contre-courant pour moi. Pour l'instant en tout cas, c'est clairement celui-ci le meilleur qu'il a pu écrire. D'ailleurs, ça me fait penser à une question, je suis assez curieuse. Dites-moi, vous, quel est votre Franck Tillier préféré? Vraiment, étant donné que maintenant il commence à en avoir écrit pas mal, je suis plutôt curieuse de le savoir. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture et vous l'aurez vu dans l'ensemble. En ce moment, je ne me plains pas. Je fais de plutôt bonnes lectures et j'en suis absolument ravie. Alors vous connaissez le blabla habituel. Pour aider la chaîne, n'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner pourquoi pas si ce n'est pas déjà fait. Je suis toujours dispo en commentaire pour vous répondre et pour papoter avec vous. J'espère bien sûr vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi je serai au rendez-vous. Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, je poste minimum une vidéo par semaine et j'essaie vraiment de m'y tenir. Et jusque-là, ça va, j'y arrive. Je vous souhaite donc de très belles lectures de votre côté et comme d'habitude, bien sûr, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye!